J'aurais aimé dire deux mots de Jean-Claude Bessac. Jean-Claude Bessac sort d'une famille de tailleurs de pierre, il est de Montpezat. À vol d'oiseau, c'est à même pas 10 km. Il sort d'une famille de tailleurs de pierre qui remonte au moins à son arrière-grand-père. Et il a passé en 62 le CAP de tailleur de pierre. Donc il a un parcours vraiment particulier. Puisqu'à partir du CAP de tailleur de pierre, il était installé en Belgique, puisqu'il s'est marié là-bas. Et il s'est installé comme tailleur de pierre. Et en Belgique, comme il était intéressé par l'archéologie, il a rencontré des gens, il a participé en amateur à des fouilles archéologiques. Puis quand il est revenu à Montpezat, il a continué à faire des fouilles archéologiques. Donc il a rencontré les gars qui s'occupaient de la romanité sur le coin, Pi, Fiche, tous les gars de l'époque. Et c'est Michel Pi, avec qui il était très lié, qui lui a suggéré d'entreprendre des études. Donc il a entrepris des études, il était à Toulouse, il était à Montpellier. Enfin, tout ça, ça s'est soldé par une habilitation en 2006 qu'il a eu, habilitation à diriger des fouilles, puisqu'il avait étudié le site de Petra. Il a étudié toute la taille de la pierre, tout ça sur Petra. Et donc il a eu cette habilitation à la direction de fouilles. Le de Bessac, c'est que c'est quelqu'un de très très abordable. Nous, que ce soit au musée de Nîmes ou à l'association Saturnin à Garimont, chaque fois qu'on l'a sollicité, il est venu, il nous a fait des conférences, il nous a amenés sur le terrain. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au niveau de ces carrières, c'est que dans les années 70, ils ont décidé de faire des prospections sur le bois des Lins. Et pour relever tous les sites archéologiques qu'il pouvait y avoir, les fours à fer, les fours à chaud, etc. Tous les indices qu'il pouvait y avoir. Donc ils ont fait beaucoup de relevés, et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de carrières, qui étaient bien sûr en partie comblées, elles n'étaient pas comme ça. Et elles étaient comblées par les déchets produits par la carrière même. Jean-Claude Bessac a fait ses prospections, et puis après il y a eu une deuxième phase de prospection où ils ont travaillé que sur les carrières. Et ça a été le démarrage des fouilles archéologiques des carrières. Donc il y a eu 5 carrières de fouillées, il y a celle qu'on a montée à la Filière, il y a eu celle-ci, il y a eu celle du Roquet, celle qu'on verra tout à l'heure avec Sophie qui est sur Combas, les pierres, et la perrière de Martin qui est aussi sur Combas. Voilà. Il a apporté beaucoup au collectif. Voilà. Bon, après l'exploitation des carrières, donc ici, on travaille au coup par coup. C'est-à-dire, on va faire la maison carrée à Nîmes, il faut tant de blocs, des blocs de telle dimension, tout ça. Et donc tout va être répertorié et ils vont venir détacher le bloc dont ils ont besoin à ce moment-là. Donc ils ne travaillent pas par anticipation, ils travaillent sur commande. Ici, il y a eu 3 périodes d'exploitation, mais très rapprochées en fait. C'est tout le Haut-Empire. Et sur les 3 périodes d'exploitation, il y a eu un premier habitat qui était certainement à l'extérieur, puisque les carrières n'étaient pas encore creusées. Et après le creusement des carrières, il y a eu un deuxième habitat ici, et un troisième ici. Donc, et après, il y a eu, malheureusement, on peut dire malheureusement, il y a eu l'habitat sur l'emplacement de la grue au XIXe siècle, et qui a effacé tout vestige potentiel. Et en fait, il devait y avoir un genre de grue à palanque qui pouvait tourner. Donc ils acheminaient les blocs sur des rondins à proximité. Et après, avec la grue, il est chargé sur le chariot avec les bœufs de l'autre côté. Voilà. C'est des chariots à 4 roues. Et en fonction du poids, ils mettaient à peu près autour de 500 kg par bœuf. Donc les plus grosses pierres qui ont été sorties faisaient 6 tonnes. Donc il pouvait y avoir jusqu'à 6 paires de bœufs qui descendaient. Alors après ça pouvait partir, parce qu'après c'était l'embarquement à Beaucaire. Donc les blocs pouvaient partir à Beaucaire. Donc c'était encore à peu près 10 heures de plus. Et puis après c'était les bateaux. Sachant que sur un bateau ils mettaient 200 à 250 tonnes de blocs. En conclusion, seuls les marbres grecs ou les marbres de Carrare lui sont supérieurs. Cette pierre se rapproche à l'état neuf, on a pu le voir ce matin d'ailleurs, se rapproche à l'état neuf de l'aspect des marbres blancs non polis. Il figure parmi les plus denses, il est de très résistant, de dureté modérée,
n'augmente pas le coefficient de taille. Il est de porosité faible, assurant l'étanchéité et la résistance au gel, et il se laisse fouiller, c'est ce qui est intéressant, surtout profondément par l'outil sans se casser. Donc il faut savoir que toutes les pierres qui sortaient de là ont été utilisées non pas pour les arènes ou pour l'enceinte de la ville de Nîmes, mais exclusivement pour les bâtiments un peu prestigieux, comme la Maison Carrée, le Temple de Diane, certainement l'Augustéum à La Fontaine, a été utilisé, parce que justement c'est une pierre qui pouvait très bien, pouvait se travailler aussi bien que le marbre. Voilà. C'était pour voir l'importance. Donc là, les Cévennes, la zone sous Cévenol, le bassin d'Alès, le bassin de Saint-Chapt, le bassin de Saint-Mamère, et là le Coutac quand même. Et ça prend tout ça. Là, alors nous, on est sur cette partie-là, donc on est sur le versant ici, il y a mes doigts. De l'autre côté, bon, ça a dû être un peu comme ça, là, de l'autre côté, c'est très faillé, c'est très difficile de s'y reconnaître, mais enfin, il y a des lambeaux de ça. Et là, le pendage, il est sud, et là, le pendage, il est nord. Tout à fait. D'accord, on est d'accord. Donc, c'est un pli dodu en forme d'œuf. Ovoïde. Alors, Un morceau de carton à l'œuf. là, je vous ai mis, alors bon, c'est peut-être un peu petit, mais c'est une vue aérienne. Moi, j'aime bien dans notre région parce que les vues aériennes donnent le relief. Quand il y a de la forêt, c'est que c'est des collines, quoi. Donc, ça fait ressortir. Donc, le dôme, c'est tout ça. Les bois d'Élin, c'est ça et ça. Saint-Mamère, Fons, Saint-Beauzély sur ce versant-là. Alès étant ici. Là, Lédignan au milieu, d'où le dôme de Lédignan. Le Coutac, là, je sais pas, quelque part par là, je ne vois pas. Et donc, le dôme, il faisait ça, ici, et ça, comme ça, en forme d'œuf. Et nous sommes... Ici, c'est les carrières de monsieur Christophe, il est où? Il est caché. Là, C'est un petit étage au bout de ton doigt. là, c'est les carrières, voilà. Et nous, on est les petites carrières. Alors, quand on a grandi, c'est un petit point quelque part par là, d'accord? On a contourné. On est sur, donc, Un flanc. un pendage sud. Si on regarde là, ou à 50, du coup, on a un peu plus de précision quand même. Donc là, le bassin de Saint-Mamère ou Ligocène. Et en fait, on a une première colline formée par du calcaire lacustre éocène. Un creux, le vallon de Robiac, c'est le vallon qu'il y a là, avec des marnes, on va dire essentiellement des marnes. Et après, dès que commence l'Urgonien, là ici en marron, on est là. Là, c'est la crête. Nous, on a démarré là tout à l'heure les carrières, elles sont à peu près par là. On a cheminé comme ça et on est quelque part par là. Est-ce qu'il y aurait une relation, petite ou pas, entre le fait qu'on est sur une zone calcaire urgonien et c'est vraiment garrigue, on a l'impression, nous qui arrivons de l'extérieur, qu'il n'y a rien, on a l'impression d'être au bout du monde, et puis que dès qu'on change de terrain, ça fait moins sauvage, il y a des villages. Mais en fait, quand tu es sur de la roche calcaire, etc., il ne pousse rien. Tu as la forêt, tu as la garrigue. Puis dès que tu arrives dans des zones où, là, on arrive dans des marnes, tout ce qui est oligocène, là, on arrive dans le Valenginien. Ah oui, c'est des cultivé. marnes, c'est érodé, donc déjà c'est plat, c'est plus pratique. Et en plus, c'est plus fertile. Donc c'est une réalité. Quand tu regardes une carte, une photo aérienne, en fait, tu as de la forêt. Ici, tu peux dire que c'est du calcaire et souvent c'est de l'urgonien. Donc on est sur l'urgonien, on est sur la crête et là on va aller vers l'est et donc on aura un pendage à peu près toute la colline a un pendage là autour de 20 degrés. Un peu plus, un peu moins, on va dire 20 pour simplifier. Donc on est là-haut sur l'urgonien, sur la crête. Oui. Et si on descend là, on va passer par les différents... jusqu'au Valenginien
dans la plaine. La plaine de l'Aiguillon. Et après, plus loin, on va tomber sur les falaises du Coutac. J'aurais aimé qu'on ait un peu de vue parce que c'est vraiment super. On a le pic Saint-Loup là. Qu'on voit Parce très que bien. du coup, il y a un monsieur pendant toute la montée, il disait mais ils sont fous ces Romains. Par où il est sorti ces pierres après alors? On a Par vu la le pente pic par là Saint-Laurent. ou par là? Vers le sud. Cette carte, cette carrière s'appelle la carrière des Piels. Pourquoi? Parce que au Moyen-Âge, on le verra tout à l'heure, ont été extraits des cylindres pour faire des récipients. C'était évidé et ça s'appelait des piles. Voilà, donc carrière des Piels. Voilà pour le nom. Ce qu'elle a de très spécial, cette carrière, c'est qu'elle présente 6 phases d'exploitation. Au Empire, donc 1er siècle, enfin on pourrait dire fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais on dit 1er siècle. Une exploitation romaine au 2e siècle. Une petite exploitation sur laquelle la meilleure élève est ici plantée, entre les deux, mais je vous montrerai. Donc romain, intermédiaire, un petit truc, romain, Moyen-Âge 12-13e, Moyen-Âge 14-15e. D'accord ? Et donc c'est la seule qui présente ces 6 phases différentes d'extraction. Donc en gros, ici, à gauche, où les gens sont assis, puis après plus loin, après, je ne sais plus comment il s'appelle, tout ça, c'est la première époque romaine, 1er siècle. L'extraction concerne des blocs quadrangulaires. C'est une très belle facture, dixit Monsieur Bessac, de carrière professionnelle, technique comme à la carrière de Mathieu. Il y a un plan de carrière établi, c'est-à-dire que c'est aligné, c'est un plan orthogonal, il y a une notion de productivité qui est assez importante. C'est rigoureux, toujours la même technique, à l'escoude, on creuse la tranchée latérale, arrière, latérale, on fait les petits trous, vous en verrez plein des traces, c'est des triangles. Les emboîtures. Les emboîtures, où on met les coins, mais tout ça, je vous avais fait le petit topo. Si vous voulez le retrouver après, vous l'aurez tout ça. Je vous ai mis des petits schémas, des petits dessins. Très chouette. Et dans ces emboîtures, il glissait, comme un Mathieu, il glissait les coins en fer, et après, il décollait, voilà. Donc, il nous l'a envoyé. ouais, ça vous a été envoyé à tous. Donc, première période romaine, ici. Puis, on va tout de suite enchaîner sur la deuxième période romaine. Ne vous déplacez pas, vous le verrez après. Elle suit au début le joint de stratification, là, qu'on voit oblique, la même direction que Mathieu. Et elle descend un petit peu plus bas. Après, jusqu'où elle descendait, on ne sait pas, parce qu'elle a été empiétée. Donc, Romain 1er siècle, Romain 2e siècle, et ce petit bout-là, comme ça a été ce qu'il appelle tradition hellénistique, c'est-à-dire que c'est pas gallo-romain, c'est un truc un peu bâtard, où ils ont extrait des petits appareils, des blocs de petits appareils, moyens, petits, donc c'est beaucoup plus petit, et au niveau technique, c'est un peu moins propre. Donc, elle a empiété sur le 1er siècle, puis elle a été empiétée par le 2e. La limite, c'est où il y a André, d'accord? Donc 1er siècle romain, petit truc intermédiaire, 2e siècle romain. Là, c'est quand même des grosses exploitations. Si vous voulez des détails, les cubages, les surfaces, tout est dans ce que je vous avais envoyé, dans la documentation. Et puis, ça a été à l'abandon pendant des siècles. 12-13e, des gens sont venus. Et là, ils venaient pour extraire des cylindres. Et contrairement aux Romains qui extrayaient des blocs quadrangulaires pour les tailler après en cylindre, là, ils taillaient directement des cylindres. Et au début, c'était un peu monsieur tout le monde, c'est-à-dire que ce n'était pas des carriers professionnels, c'était des gens qui faisaient ça en plus de leur boulot, etc. Donc, ils viennent, et avec leur escoude, c'était même un pic, enfin bon, un autre outil, et ils taillent. Et en fait, ils profitent souvent d'un rebord, d'un ressaut de la carrière romaine pour avoir moins de travail à faire. C'est-à-dire qu'ils vont profiter s'il y a déjà 2 angles de libérés. Donc, et c'est très éparpillé.